Il n'y a aucun problème avec l'amiante à partir du moment où c'est pas dégradé. Et d'ailleurs, dans les diagnostics, c'est bien indiqué non dégradé. Ouais. Là, moi, c'est ma stratégie de pouvoir remplacer soit en isolant par l'extérieur. Là, avant, on avait un mur qui venait jusqu'à peu près ici. Une toute petite porte pour accéder dans le séjour. Vraiment très très sombre à ce niveau-là. Donc moi, j'ai essayé d'ouvrir au maximum. C'est pas simple. Je suis passé par des artisans qui m'ont arnaqué, par des malfaçons, par plein de choses. Par contre, je me suis toujours dit, ok. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois avec Nicolas. Bienvenue Nicolas, encore une fois sur ma chaîne. On va te connaître au fur et à mesure. Merci à toi. Donc là, on se trouve encore une fois derrière un immeuble que tu vas nous présenter. Ouais. Aujourd'hui, on va vous présenter le parcours de Nicolas, qui est investisseur depuis combien de temps? Ça fait à peu près 7-8 ans. D'accord. Massivement depuis 4-5 ans et depuis 7-8 ans où j'ai commencé mes premiers investissements. Ouais. Ok. Quel type de projet tu as acheté? Alors principalement, comme tout le monde, j'ai commencé petit appart en copropriété, en essayant de mélanger un peu les types d'exploitation. D'accord. Et puis monter en gamme, colocation, immeuble de rapport. Et essentiellement maintenant, je reste sur l'immeuble de rapport pour toutes les contraintes qu'on peut connaître de la copropriété et garder une gestion plus puis augmenter en volume, simple. quoi. Voilà, Ouais. une fois qu'on a commencé, qu'une fois qu'on est rassuré, on va augmenter en volume. Exactement. Donc on est sur quel secteur? Donc là, on est sur le Havre, pour ceux qui connaissent, quartier des Docks. Donc à peu près 300 mètres des Docks, donc quartier plutôt patrimonial, bien situé. D'accord. Avec l'école de marine marchande qui est juste à côté, l'ISL, donc une demande locative importante. Ok. Et secteur plutôt patrimonial, on va dire, si on veut situer un peu. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, on va vous montrer ce projet qui est derrière. Donc c'est parce que tu as plusieurs casquettes, tu es investisseur, tu es marchand de biens, tu es conseiller au sein de projets locatifs qui accompagnent beaucoup de clients. Tu es, on va dire, le conseiller qui a le plus performé l'année dernière. Donc bravo à toi, tu as fait beaucoup de projets, beaucoup d'immeubles de rapport avec des clients. Tu as pu accompagner beaucoup de monde. Et donc là, la vidéo, c'est de montrer un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait toi concrètement? Donc là, on va avoir deux projets. On va avoir un derrière. Qu'est-ce que c'est qu'on va voir derrière? Donc là, on va voir un appartement que j'ai proposé à la base pour des clients, projet locatif. Et comme tu l'as évoqué, j'ai plusieurs casquettes. Je propose toujours des projets qui peuvent parfois faire peur à certains clients qui souhaitent investir sur des choses un peu plus simples. Ouais. Donc là, on est sur une réno intégrale. Et donc, pour ne pas perdre l'affaire et pour aller vite, je me suis positionné, mais là en casquette de marchand de biens. Mais que je vais pouvoir aussi revendre éventuellement à d'autres conseillers, d'autres clients projets locatifs. Rénover à ce moment-là. Rénover, meubler et qui veulent quelque chose de simple, sécuritaire. Ouais. Donc, c'est qu'on va voir, les travaux sont quand même, vous avez tout cassé, bon, il faut arriver à se projeter. C'est une réno intégrale. Pour les premiers investissements, ça peut faire peur aussi, quoi. Ça peut faire peur, c'est bien pour ça qu'à chaque fois, quand je visite, en fonction des clients que j'ai et du projet qui part vite pour le coup, je dois prendre une décision rapide. Donc clair. Si je sens que ça ne matche pas avec le client qui je peux le comprendre, ça peut faire peur. Mais c'est ce qui aussi permet d'ailleurs, une fois la réno terminée, de pouvoir montrer un projet justement intégral et pour leur montrer que c'est possible et que des fois c'est des idées reçues, des contraintes qu'on se met sur des choses qui ne sont pas forcément très compliquées en soi. C'est pour ça que c'est bien sur cette chaîne, on montre vraiment, là c'est vraiment plein de travaux pour vous aider à vous projeter, à vous imaginer dans les projets, dans ce que ça peut rendre aussi pour vous rassurer et passer à l'action. C'est ça. Bon allez, on va sur place, on va voir ça. C'est parti. Bon, bienvenue dans le chantier, ce qu'on peut appeler le chantier, là on ne fait pas semblant. Exactement. Ok.
Mais il ne reste plus grand chose en fait. Vous avez tout cassé là. Bah, la démolition, donc on a. Alors l'idée c'est mettre tous les murs à nu déjà. D'accord. Pour essayer d'identifier s'il y a des choses en amont auxquelles on peut peut-être être vigilant parce que forcément on ne voit pas tout. Hein. Ouais, donc on peut découvrir des choses aussi. C'est ça, exactement. Okay. Donc, moi je suis plus partisan vraiment de partir sur des rénaux intégrales parce que je veux pas de surprise. Je préfère mettre un peu plus et repartir sur une prestation neuve pour ainsi dire. Déjà pour la revente et puis pour éviter tous les dépannages, toutes les choses qu'on n'avait pas pu voir dès le départ et ensuite optimiser l'espace. Donc là on ne se rend pas forcément compte mais on a une belle hauteur sous plafond. On a une belle hauteur sous plafond, on avait un mur qui était jusqu'à ce niveau là, donc niveau luminosité il est traversant mais en fait on a les avantages d'un appartement traversant et les inconvénients puisque niveau luminosité c'était lumineux, mais il y a moyen d'optimiser largement cet appartement. D'accord. Et aussi avec une salle de bain, pour le coup, avec une entrée qui était là, qui est très grande par rapport à la surface. D'accord. Donc là, l'idée, c'est faire restructurer un peu, optimiser l'espace pour avoir une surface un peu plus cohérente, parce que clairement, on n'a pas besoin d'une salle de bain qui arrive à ce niveau-là. Non. En plus, on entrait dans l'appartement, ça faisait vraiment un mur ici, un sas, on se sent un peu compressé. Donc là, on va essayer de faire une salle de bain de taille humaine, on va dire. Oui. Une cuisine ouverte. D'accord. Okay. Et là, du coup, on va garder vraiment cet espace de luminosité en créant une chambre pour avoir un F2, puisque ça va permettre derrière de pouvoir exploiter éventuellement en saisonnier avec 4 couchages. De faire du meublé à l'année qui va se louer plus cher aussi et qui va se revendre plus cher en F2 qu'en studio. Oui, et pour garder la luminosité, on va mettre vraiment des verrières ici. On va jouer sur les verrières. On va essayer de tirer à peu près 9-10 mètres carrés. Donc on a calculé, on va se retrouver à peu près à ce niveau-là. Là, il y aura une cloison ici. Une cloison avec une verrière. Ok, je vois. Et la partie ou une cloison, une verrière verticale sinon, on va voir. Ouais, ok. Donc garder la luminosité, avoir un F2 et un bel espace de vie, tout en sachant que la cuisine, c'est pareil, ça fait quand même un espace suffisant pour tirer une cuisine avec une télé en prise murale, avoir un petit salon de séjour. Tout à fait. Même là, le canapé peut être même derrière la verrière ici. Exactement, ouais. Avoir un petit coin télé ici, un petit coin manche debout là-bas. Ouais, on voit bien assez facilement, alors, je ne sais pas si on se rendra compte en vidéo, mais en tout cas nous sur place, on arrive avec l'expérience à plus vite se projeter. Mais c'est vrai, comme tu dis, on repart à nu, donc après, c'est une histoire de plan, on redécoupe. Et puis c'est un studio petit F2, on n'a pas besoin d'une cuisine. Alors, tout n'est pas encore défini, mais peut-être qu'on va se limiter sur juste un linéaire ici, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de plus pour gagner de l'espace sur le séjour. Et ce qui est important là aussi, c'est que si on repart sur des murs à nu, on anticipe les nouveaux DPE. Donc on va mettre de la VLC double flux. Là, on va isoler avec laine de verre en 120. Très bien. Donc je suis assez vigilant maintenant sur ça, donc niveau résistance thermique, etc. Vu qu'on met les murs à nu, autant en profiter pour faire quelque chose de. Tu n'as pas énormément de surface à isoler. Il n'y a rien du tout. Il y a ici, là. C'est mitoyen, je m'en fous. Ok. Là, c'est les parties communes. Pas besoin d'isoler. Exactement. Donc, je vais mettre quand même. Je serai en 48 pour passer les lecs pour les facilités techniques, mais sinon, d'accord. Mais sinon, isolation, j'ai pas grand chose en façade. Donc, autant le faire dès le début. Bien sûr. Et donc, vraiment, dans l'idée, essayer d'avoir une prestation plutôt haut de gamme pour le coup. D'accord. Pas minimiser le coût matériel, pas partir sur du premier prix. Donc en général. Surtout, pour l'achat-revente. Tu veux essayer de monter en gamme, toucher une clientèle un peu plus haute. Donc, système de chauffage, tu vas mettre des radiateurs ou Là, je vais rester sur l'électrique. Je vais rester sur l'électrique. Après, ça augmente sinon le coût. C'est une petite surface. On avait une chaudière qui était à remplacer. D'accord. Tu supprimes le gaz du coup. On supprime le gaz. Ok, très bien. Ça, c'est le compteur à la base. Enfin, le tableau. Le mur a été déposé, donc. C'est bon, il reste le compteur. Il va rester là, je suppose. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là aussi, c'est que c'est une petite surface, mais on est sur une petite copro. On a une partie jardin. Communicant, on va aller voir dehors. Il y a une petite partie extérieure qui est vraiment sympa parce que, en tout cas sur le Havre, c'est plutôt petits immeubles.
pas de courette intérieure, pas de jardin. Donc là, c'est quand même un vrai plus. Et en plus, on a un KGB derrière de 4 mètres carrés. Donc j'imagine bien aussi une exploitation saisonnière avec une boîte à clés. Et puis de quoi le KGB pour pouvoir y mettre pas mal de choses. Ça peut être aussi intéressant pour une exploitation autre. Enfin, c'est un vrai plus. Et donc... Isolation des plafonds aussi, t'as prévu? C'est du ourdi quand même, je vois. Alors, il n'y a pas besoin d'isoler, franchement, c'est habité au-dessus. Mais on va isoler tout simplement, puisqu'on de toute façon on passe l'électricité, donc autant isoler aussi en même temps. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et on va abaisser juste au niveau des fenêtres pour partir au droit. D'accord. Oui, la hauteur sous plafond le permet. Exactement. Pour éviter d'avoir un caisson, on va partir au droit. Et je pense qu'on va être aligné. Ok, super. Par rapport à la poutre qui est ici. Ah oui, pour la camoufler. Ouais. Très bien. Très bien. On va juste être à fleur. Je pense qu'on a calculé, on va tomber juste en haut des fenêtres, comme ça on va partir au droit. D'accord. L'estimation là des travaux à peu près pour cet appartement, tout compris. Bon, toi tu as des tarifs préférentiels, tu as des artisans, tu as une équipe qui est bien présente maintenant. Mais si on peut donner une fourchette de prix de manière classique pour... Concrètement, une fourchette de prix pour une réno comme ça intégrale sur une petite surface, je compte à peu près 850 € le mètre carré. D'accord. 850, 900. Après, tout dépend de la prestation. Oui. Moi, j'ai des tarifs préférentiels aussi de mon côté, donc j'arrive à diminuer un peu les coûts parce que j'ai un volume conséquent. Mais disons que pour une réno de ce type-là, je compte à peu près 850, 900 € le mètre carré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je me dis. Pour de la rénovation secondes œuvres, on peut être dans les 500 euros le mètre carré. Et dès qu'on passe sur, là c'est carrément, on va dire, de la construction, quasiment du réagencement de la remise à neuf. Bon, ben là on se rapproche plus des 800 €. Voilà, on n'est pas sur une réno traditionnelle, vraiment sur une réno intégrale. Donc forcément ça monte un peu le coût travaux, mais par contre derrière c'est du passif. On repart sur une prestation neuve. Donc nous ce qu'on veut éviter c'est les dépannages, c'est le cumulus qu'on a gardé qui fonctionne plus après, c'est la chaudière qui est là-bas qu'on aurait pu garder mais auquel on va changer les pièces tous les 3 mois. Non mais comme ça t'es tranquille. Bon, très bien. Bon, on a beaucoup de choses à voir et à dire, donc on va pas trop s'attarder sur ce petit projet. On a une grosse journée, on va continuer à vous montrer la suite. On montre un peu l'extérieur et on part sur le deuxième projet. L'autre projet qu'on va voir après, c'est un immeuble locatif. Ok. 4 lots, 4 studios. Ok. 2 studios par niveau. D'accord. Et là, ce sera un peu plus concret parce que les artisans sont en finition sur un des appartements qui était exactement dans le même état, dépose complète, vraiment remise à nu. Bon, on mettra des photos justement comme ça pour se projeter. Voilà. Très bien. Bon, on va voir l'extérieur et puis on y va. Allez. Super, il y a quand même de la place là, c'est grand, hein. Très bien. La façade est impeccable en plus. Elle a été, voilà, donc niveau compro, structure béton, cage d'escalier, façade avant, façade arrière en excellent état. La toiture, on le verra sur les photos que tu as prises tout à l'heure. Sur le drone, on va voir. Qui est en très bon état. Et franchement, un bel espace, quoi. Complètement. On a une vue du studio qui est intéressante sur un petit espace. Ça, c'est un vrai plus, quand même, à l'extérieur comme ça. C'est un vrai plus. Ouais, tout à fait. Donc ça fait partie de la copropriété. Ouais, copropriété. Puis moi, j'ai le premier KGB là, de 4-5 mètres carrés. Ok. Petite copro, faible charge. Exactement, on charge de l'ordre de 30 € par mois. Donc des charges qui sont dérisoires. Et des locataires qui, pour le coup, franchement... on sent bien quand on rentre dans la copropriété que c'est quelque chose de sain. C'est des locataires ou des propriétaires? Les deux. Il y a les deux. Propriétaires, locataires. Le dernier étage, ils sont là depuis 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est ceux qu'on a vu tout à l'heure en passant, là. On a vu des gens un peu âgés, tranquilles, posés. Super, très bien. Ok. Bon, allez, on va voir la suite. C'est parti. Bon, on se retrouve donc devant ton deuxième projet, deuxième projet à montrer parce que tu vas nous raconter un peu tout ton parcours. Donc c'est cet immeuble-là?
Exactement. Un immeuble de 4 lots que j'ai acquis au mois de novembre 2021. D'accord. Sur un secteur stratégique. Okay. C'est-à-dire que mes investissements en règle générale, pour moi et mes clients, j'essaye de viser une ville en pleine expansion, donc Le Havre en l'occurrence, puisque j'habite pas au Havre. Hein. D'accord. Et à l'intérieur de cette ville-là, j'essaye de viser des secteurs qui vont évoluer à court terme. Pour vraiment essayer de faire une opération optimisée de A à Z. Okay. Sur la ville, le secteur et ensuite le type d'exploitation, etc., etc. Donc là, c'est un secteur qui est en pleine rénovation. D'accord. On a plusieurs millions d'euros qui ont été injectés pour rénover le secteur, pour détruire des bâtiments qui n'étaient pas forcément attractifs. D'accord. Créer un stade de foot. Okay. Et la bonne nouvelle, oui. la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 336 millions d'euros qui viennent d'être injectés là, votés pour une nouvelle ligne de tram qui va passer juste là. Super, excellent. Donc c'était pas forcément, c'était dans les clous, mais on savait pas exactement le tracé, etc. Mais encore une fois, on savait qu'en investissant sur ce secteur-là, et c'est ce que je voulais, en pleine réhabilitation, quoi. Il y a plus de chances qu'il puisse avoir des rénovations importantes et donc encore une fois des plus-values, une demande locative plus importante. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Très bien. Donc combien d'appartements? 4 appartements? Donc 4 appartements, okay. 2 au premier, 2 au deuxième. D'accord. Configurés de la même manière, c'est 4 studios okay. de 22 mètres carrés. D'accord. Et alors pour la petite histoire, c'est pas un immeuble de rapport, c'est une copropriété. Ah, d'accord. Il y a un lot qui est détaché. Ok. Mais qui avec un accès à cet endroit-là. Donc les parties communes m'appartiennent intégralement. D'accord. Et ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, copropriété Capco, si jamais je veux arbitrer un lot, j'ai pas de mise en copropriété. C'est déjà fait. C'est déjà fait, donc c'est plus simple aussi à gérer. C'est divisé, il y a le règlement. Ouais. Règlement de copropriété, le géomètre, tout est. D'accord, c'est juste cet espace. Ouais, c'est exactement une entrée sur garage avec un terrain sur la partie arrière. D'accord. Et du coup, ça occupe cet espace-là. Il n'y a pas de frais? Non. En commun en fait. Hein. Okay. Il y a une copropriété, mais il y a 0 frais. Chacun est indépendant. Exactement. D'accord. Donc ça, je ne le savais pas au moment de l'achat. Moi, j'achète un immeuble de rapport et puis au fil de... Juste avant la promesse de vente, quand je reçois tous les documents, je me rends compte que c'est une copropriété. Moi, ça ne change pas grand-chose. C'est une propriété neutre, en fait, puisque tout le monde est indépendant. C'est ça. Ça m'arrange même parce que la copropriété, si un jour j'arbitre, au moins c'est déjà fait. Ouais. Voilà. Ok, bon, on va voir. On peut en voir un? Ouais, pardon, vas-y. Donc voilà, cet immeuble-là, au moment de mon acquisition, tout était loué. D'accord. Donc j'ai injecté la totalité des travaux dans la rénovation de chaque appartement, plus l'essentage qu'on voit qui est en fibro. Ouais. La partie petit ravalement ici. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire sur cette partie en fibro? Alors là, soit je fais une isolation extérieure. D'accord. Pour anticiper encore une fois les nouveaux DPE, soit je pars sur un essentage en fibroplastique comme ici. Ah oui, d'accord, ok. On enlève et on remet en plastique. Ok. Je refais le toit terrasse est en cours de. Là, il est en finition. Je refais l'intégralité du toit terrasse, puisque si je refais les appartements du dernier étage, il n'est pas en très bon état, donc ça faisait partie de ma négo. Donc je refais, je réisole aussi le toit terrasse. Okay. Comme ça, encore une fois, je vais être tranquille sur le long terme. C'est un investissement long terme. Pour combien tu en as pour le toit terrasse à peu près? Le toit terrasse, j'en ai pour 9 000 euros. 9 000 euros, ouais. D'accord. Et pour la surface, ça correspond aux surfaces de 2 appartements 55 mètres carrés. 55 mètres carrés, d'accord. Avec isolation. Très bien. Et ça va, ça reste des prix, c'est bien, ça donne des notions justement de prix comme ça. Ok, ça reste correct. Et cette partie-là, du coup, alors ça, effectivement, on pourrait le laisser comme ça, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que ça fait peur à beaucoup d'investisseurs. Ils disent, oh, il y a de l'amiante, ça apparaît sur les diagnostics. Il y en a là, il y en a là-bas. Dans tous les diagnostics que j'ai eus, moi, de mes immeubles, il y a un problème d'amiante. Il y a des tubes, partout. Exactement. Des fois, il y a des dalles qui sont autocollantes, il y en a dedans. Il n'y a pas de nécessité, à partir du moment où c'est pas dégradé, qu'on ne peut pas le respirer, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec l'amiante à partir du moment où c'est pas dégradé, et d'ailleurs dans les diagnostics c'est bien indiqué non dégradé. Ouais. Là moi c'est ma stratégie de pouvoir remplacer soit en isolant par l'extérieur, parce que moi
je veux partir sur des projets très long terme et je préfère faire tous les travaux d'un seul tenant sur une période courte pour passer à autre chose et pas revenir dessus. Mais je suis conscient que j'entame des travaux qui sont supplémentaires, donc c'est pas forcément la même stratégie que pour des clients ou pour moi quand j'ai commencé, mais je suis vraiment sur une projection long terme et aussi en termes d'exploitation, puisque clairement des surfaces comme ça, meublées, c'est 30% de plus de revenus locatifs et là je vais les exploiter en nu. D'accord. En nu parce que sur le volume, je veux vraiment avoir… tu veux de la tranquillité, de la passivité, tout ça maintenant. On en parlait au niveau du parcours, justement, on va expliquer grossir après. mon patrimoine, avoir une passivité de biens et c'est bien au début, jouer sur la renta, les types d'exploitation, mais arrivé à un moment, soit on se crée un deuxième métier dedans, soit on arbitre un petit peu. On ne peut pas trop faire du volume après. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas avoir que 10 appartements en colocation, 20 appartements en colocation ou 40 ou 50 en location courte durée. Voilà, c'est impossible. Moi, je ne connais pas d'investisseurs qui ont ce type de patrimoine en mode d'exploitation énergivore, on va dire. Par contre, je connais des investisseurs qui ont 100, 200, voire plus appartements en location nue, quoi. Et ils le vivent très bien. C'est délégable, c'est automatisable, c'est voilà, en termes de charge mentale, c'est beaucoup plus absorbable. Ça, on s'en rend compte au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Clairement, j'aurais pas eu le même discours au début. Ben oui, bien sûr. Parce que je ne prenais que par le meublé, que par la colocation, que par la LCD. Parce que c'est plus rentable, effectivement. Ça sert d'expérience aussi. Parce que quand on gère la LCD, quand on l'automatise, la location nue, c'est simple. Très simple. Mais sur, voilà, au fil du temps, on grandit, on prend maturité, on change d'objectif et on est plus, même si je suis jeune, placement bon père de famille. On comprend l'intérêt, quoi, voilà, de pouvoir grossir et de développer un patrimoine et d'avoir du remboursement de capital massif. Voilà. Donc là, c'est une concession, je pourrais louer plus cher, je pourrais gagner plus, je pourrais faire moins de travaux, mais c'est mon objectif. Enfin, quelques chiffres sur ce projet? Ouais. Donc là, on est sur un immeuble de, donc, comme je l'ai dit, 4 lots, 180 000 €, donc en direct propriétaire. D'accord. Donc pas de frais d'agence. Et on est sur une réno intégrale, j'ai compris entre 80 et 110 000 € de travaux, comprenant les 4 appartements, les centages des deux côtés qu'on n'a pas vu de l'autre côté, et le toit terrasse. Voilà. D'accord, tu as tout budgétisé même si c'est loué. Tu as anticipé les départs de locataires pour justement avoir cette enveloppe nécessaire au départ des locataires pour rénover les appartements. Voilà, justement j'en ai un qui s'est libéré juste avant la vente. Voilà. J'ai demandé au propriétaire de ne pas relouer. Très bien. Je m'occupe d'un appartement et j'ai pas ce stress là de comment je vais faire pour les travaux. Un départ de locataire, je rénove. Par contre, j'ai commencé quand même par le gros œuvre parce que le toit terrasse pour moi c'est la priorité. Parce que je ne vais pas rénover le dernier étage sans toit terrasse. Voilà, c'est structurellement, il faut que ça tienne la route et surtout sur des rénaux, j'ai pas envie d'avoir de fuite d'eau. Infiltration d'eau, j'ai le cas sur un immeuble, il faut refaire la toiture. Les artisans ont déjà bien avancé les travaux, ils avaient fini les peintures du plafond et ils me disent il y a tout à refaire, le couvreur n'est pas passé encore. Donc voilà, allez, on commence par le toit et après on fait l'intérieur. Exactement. Allez, on va voir dedans. Allez. Donc là, on se trouve dans les parties communes. Comme à chaque fois, on regarde l'aspect technique sur un immeuble. Tout est individuel au niveau des compteurs. Comment ça s'organise? Là, il y a des compteurs d'eau. Donc là, on a 2 compteurs d'eau. D'accord. 2 autres au premier niveau. Donc compteur individuel pour chaque appartement. Ouais. Compteur individuel électrique donc dans chaque appartement également. Ok. Et la fibre, c'est toi qui l'as fait mettre ou ça y était? Elle y était déjà? Non, ça y était déjà, mais quand elle n'y est pas, j'essaye de l'installer rapidement. J'ai un contact aussi dans la fibre. D'accord. Donc ça me permet aussi de, comme le réseau distribué, des fois les fourreaux sont en attente, mais le câble n'est pas passé. Quand j'ai des acquisitions, j'essaye pendant le compromis, entre le compromis et l'acte authentique, de faire les demandes de convention et de pouvoir alimenter. C'est long les dossiers, souvent. C'est long, C'est long, ça prend moi entre 2, 3, 4 mois. Ouais, c'est ça. À peu près, pour faire mettre la fibre. Généralement, je le fais à la promesse de vente. Très bien. Ça coûte rien et puis comme ça, c'est quand même plus simple d'avoir la fibre dès le début. Même pour les travaux. C'est demandé maintenant. Pour les travaux, c'est plus simple aussi.
Ouais. Et donc là, il y a de faibles charges, du coup, ils payent l'eau directement, électricité. Partie commune, ils payent l'eau individuellement. Donc concrètement, le ménage, c'est chaque locataire qui s'occupe de son palier. Bon, là, forcément, c'est en travaux, donc on leur demande pas de faire le ménage, mais les charges, elles sont dérisoires. Hein. J'ai 8 € de charge par appartement, mais ça vient combler l'EDF des parties communes et concrètement, uniquement ça. D'accord. Actuellement, donc il y a 3 loyers qui sont de combien? Les loyers aujourd'hui, ils sont de 325 €. Ok. L'appartement qui est vide, qui est en cours de réno, je vais le louer aux alentours de 420-430 €, puisque je pars sur une rénovation intégrale, donc pas la même prestation. Et donc l'idée c'est ça, c'est venir rénover chaque appartement à chaque départ de locataire, sans stress pour le coup. Mes travaux sont inclus au financement. Donc j'attends patiemment ou pas le départ de chaque locataire. D'accord. Tu as une différée, je suppose, pour ce... Non, j'ai pas eu différé dans mon financement. Je l'ai pas eu parce que j'ai pas un dossier très simple et je rebondis sur mes travaux. Je n'ai pas eu la totalité des travaux dans le financement. Donc j'apporte en apport personnel. Aussi une partie? Ouais. Une bonne partie quand même. D'accord. Voilà, le deuxième direct. Deuxième? Allez. Donc 2 appartements au premier étage. Ok. Qui sont configurés de la même façon et à l'identique au deuxième étage. Donc, comme d'habitude, des appartements qui sont mal agencés, clairement, systématiquement. Là avant, on avait un mur qui venait jusqu'à peu près ici, une toute petite porte pour accéder dans le séjour. Donc, vraiment très très sombre à ce niveau-là. Donc moi, j'ai essayé d'ouvrir au maximum. Très bien. Profiter de la lumière avec une porte d'entrée vitrée, opaque, pour éviter d'avoir un vis-à-vis sur les parties communes. Très bien. Et une petite partie au-dessus, on voit la porte qui est volontaire. C'est juste pour la lumière. D'accord. Voilà. Ça, c'est le côté déco, ça? Ouais, c'est ça. C'est pour laisser rentrer la lumière. D'accord. Donc ça, c'est l'initiative de mon artisan, donc il va faire quelque chose de propre. Ouais, parce que là, on voit comme ça peut être rigolo, mais je pense pas, franchement, ça peut être sympa, quoi. Non, ça va être sympa. Ça va être sympa, c'est vrai. Non, ça, je laisse toujours une petite partie à mon artisan de... Bah oui, parce que mine de rien, ça va récupérer quand même un peu de lumière. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Là, il n'y avait pas de problème de mur porteur? Là, on avait un mur porteur qu'on a renforcé. D'accord, agrandi. Qu'on a agrandi. Donc au début, on voulait ouvrir l'ensemble, mais dans l'idée, forcément, la cuisine qui n'est pas très très grande va venir en appui au niveau du plan de travail. Oui, il n'y avait pas d'intérêt à récupérer cette partie-là. Il n'y avait pas d'intérêt. Et là, on l'a fait pour le frigo. Très bien. Oui, je comprends, d'accord. Donc pour avoir une partie suffisante pour laisser rentrer la lumière, pour que ce soit cohérent au niveau de la surface. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est toujours pareil, c'est généralement mal optimisé, c'est pas lumineux. On va pas essayer de faire une salle de bain de 8 mètres carrés, on fait juste le strict nécessaire pour que ce soit optimisé au niveau de l'espace. Une douche avec, donc là on aura, j'aime bien le carrelage marbre quand j'ai pas de fenêtre. Pourquoi? Parce qu'au niveau l'humidité, il n'y a pas de fenêtre, donc je ne vais pas mettre quelque chose de foncé. Et je trouve que ça dégage quelque chose un standing supérieur avec un coût, franchement, des fois. C'est vrai. Je peux donner les chiffres, mais moi, le carrelage effet marbre de bonne qualité, je l'ai à 26 € le mètre carré. Donc, des fois, on est sur une gamme supérieure ou équivalente avec un carrelage nettement moins esthétique et moins qualitatif. La valeur perçue, c'est vrai que du marbre, ça fait quand même haut de gamme. Et puis quand il n'y a pas de fenêtre, pour l'avoir testé plusieurs fois, donc là je vais carreler au sol, je vais carreler à ce niveau-là et je vais faire un soubassement. Vraiment, ça apporte quelque chose, quoi. C'est le petit coup de cœur des locataires. Quand ils rentrent dans la salle de bain, systématiquement, ils disent ah ouais. Ça accroche, c'est accrocheur. Et du coup, je vais en profiter pour en mettre sur la faïence aussi. De la cuisine. Ah oui, pour la cuisine. D'accord. Juste au niveau de la faïence. Ouais, très bien. J'ai un copain qui a fait ça. J'ai découvert l'astuce qui était pas mal.
au sol du PVC à clipser, Clipsable, ouais, mais en carreau de ciment. Ouais. Bah, lui, il l'a mis en crédence. Je fais aussi pas mal de carreaux de ciment en crédence. Ouais. D'accord. J'en fais souvent, ouais. Ben, lui, il a dérivé en fait. C'est une sorte de. C'est même pas du PVC à clipser, c'est une sorte de lino en fait, de plaque qu'on peut mettre au sol. Et ben, lui, il l'a mis en crédence. Ça fait totalement illusion. C'est pas cher, mais c'est hyper simple à poser. Des fois, faut pas chercher loin. Il y a des choses qui sont simples. Ouais, petite astuce déco. D'accord. Bon, mais pas mal du tout. Hein. D'accord. Petit projet assez. Voilà. Donc, alors. Comment? Tu vas me recouler une chape de. Ouais, là on a tout réagréé. Alors, je me répète, mais là j'anticipe les nouveaux dépeurs. Hein. Ouais. Donc du coup là j'ai isolé en 100 mm avec laine de verre en 120. Donc côté façade. Ok. Là niveau sur les côtés j'anticipe peut-être justement comme on l'évoquait une isolation extérieure. Dans le doute j'ai quand même réisolé en 100 mm. Okay. À ce niveau-là. Là par contre j'ai réisolé en 70. J'aurais pu réisoler en 48, mais il y a l'appartement à côté, donc niveau phonique. C'est plus pour le phonique. C'est plus pour le phonique, voilà. Ouais. C'est pas pour le DPE, c'est plus phonique. Et les parties communes et cloisons intérieures, par contre, je suis en 48, j'ai aucun intérêt à partir sur une épaisseur plus importante. D'accord. Et donc isolation des plafonds et isolation du toit terrasse, avec une isolation de 100 mm sur le toit terrasse. C'est vrai qu'il faut en tenir compte maintenant, hein, de toute manière, c'est évident. Je vois que tu mets la VMC aussi, voilà. Voilà, de toute façon, je mettrai les photos, Romain, avant. Ouais, très bien. On mettra tout ça. Il n'y a pas de secret, hein, c'est 4 murs, c'est comme le projet d'avant, je pars sur quelque chose d'intégral. Ouais. Et comme ça, c'est du projet passif. Toujours la même chose, hein. Je mets plomberie multicouche, je passe toute l'électricité, c'est du Schneider. Après, ça, c'est un choix personnel. Hein. Le sol, c'est PVC clipsable systématiquement. La salle de bain, je carle. Ouais. Et après, c'est quelque chose de simple et efficace. Je ne vais pas partir sur des cuisines sur mesure. Je pars sur des cuisines coup de cœur. Plan de travail en chêne parce que ça va revenir avec le sol. Je le mets souvent couleur chêne. Une petite crédence sympa. Du qualitatif, un peu plus peut-être des fois sur électroménager. Voilà, je prends pas forcément des hautes casquettes, je prends des hautes un peu design. Tu vois, je monte un petit peu en gamme sur l'électro pour éviter d'être embêté. Incliné, des choses comme ça. C'est le petit truc. Ça me coûte pas grand chose de plus. Mais quand on rentre, tac, ça fait coup d'œil. Et je mets jamais les murs tout en blanc. D'accord. Là, je vais rester donc forcément la première couche en blanc, mais j'essaye toujours de varier, d'avoir un petit coup de cœur supplémentaire. Je sais que je te montrerai des photos, de faire un petit design avec des petits triangles de couleurs différentes, ou au moins un pont de mur avec un retour sur du vert canard, enfin bleu canard, chose comme ça qui est tendance. Très bien, très bien. Et chose importante aussi, là c'est pas du meublé. Par j'anticipe tous les perçages. Je mets les tringles à rideaux. Je veux pas qu'ils percent. Ouais. Donc, tu veux que ça reste vraiment impeccable. Exactement. Donc moi l'idée c'est anticiper, me mettre à la place du locataire, même si je vais le prévenir. On sait bien comment ça se passe. Ouais. Et je vais anticiper tout ce qui peut être percé en amont pour le faire moi-même. Et en gros, c'est les conditions de la mise en location de l'appartement. D'accord. C'est les tringles à rideaux, c'est là, vous les changez pas. Je vais même fournir l'horloge peut-être, quelque chose comme ça, quelques petites déco murales. Deux, trois touches de standard, déco. Parce que je veux pas qu'ils percent, je veux pas qu'il y ait des chevilles dans 2-3 ans, qu'il y ait des chevilles partout, de l'enduit à refaire, de la peinture, ça je veux pas. Très bien. Donc ça c'est un choix personnel. Ouais, mais c'est pas bête parce que c'est vrai que moi j'ai souvent le cas des locataires qui percent et puis après ils emmènent les tringles, on se retrouve avec des trous, ça correspond pas forcément aux autres tringles, donc c'est un peu embêtant. Ouais, c'est vrai, non, c'est bien. Ça les arrange les locataires, hein. On a les tringles à rideaux. Ça fait le côté coup de cœur un peu. Le côté rideau, c'est leur choix personnel pour la déco, mais au moins il n'y a pas de. Il n'y a pas de choix particulier à faire, c'est eux qui, même si c'est de la location nue, ils vont pouvoir faire leur propre déco sans aucun problème. Bon, du coup, on va parler un peu de ton parcours pour savoir un petit peu ce que tu as fait en immobilier, quel type de projet tu as réalisé, quelles ont été tes difficultés aussi, quelles ont été tes galères, qu'est-ce que tu as fait que tu ne referas plus, toutes les étapes en fait. C'est vrai quand on a investi depuis plusieurs années, il y a plein de choses qu'on a fait et qu'on ne ferait plus, des erreurs, et donc l'idée c'est aussi de donner pas mal de conseils, d'aider un maximum de personnes aussi à passer à l'action et des fois de s'inspirer dans un profil, dans un parcours, dire tiens moi ça me correspond, ce qu'il a fait ça me correspond aussi et que certaines
personnes puissent se reconnaître et puis pour les motiver aussi, pareil, à passer à l'action et avoir des résultats au moins aussi bons que toi, voire mieux. C'est tout ce qu'on leur souhaite, quoi. C'est plus facile normalement. Mais normalement, avec les conseils, avec les aides, bon après il y a bien sûr il y a projet locatif pour ceux qui ont besoin aussi. Mais voilà, l'idée c'est vrai que c'est de partager un peu ton expérience, ton parcours. Donc toi tu as commencé il y a 8 ans, par quoi tu as commencé et comment tu as enchaîné après tes projets? Moi j'ai commencé par un premier appartement avec tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, ok. Clairement. Donc pourquoi? Parce que je connaissais rien, j'étais à peine majeur pour faire simple. Et j'ai toujours eu envie d'investir en immobilier. Donc premier objectif c'était un CDI, un peu d'apport et investir. D'accord. Donc pourquoi? Je ne sais pas. j'ai pas ma famille issue d'immobilier. Oui, mais j'ai toujours eu comme ça. Tu avais compris le mécanisme un peu, la logique. Côté un peu commerce. Peut-être aussi dans la tête entrepreneur, même si j'étais encore jeune, je me suis toujours dit je serai à mon compte plus tard, je ne vais pas dépendre d'un patron, même si on n'a pas le choix pour commencer. Donc voilà, 18 ans, je mets un peu d'apport, premier CDI, j'achète un appartement neuf sur plan à Nantes, à côté de Nantes, dans l'agglo nantaise, à Vertou pour ceux qui connaissent. Et un investissement, je ne regrette absolument pas, même si j'ai acheté du neuf. Même si c'est pas forcément un investissement rentable, mais par contre c'est ce qui m'a donné la fibre pour ensuite justement essayer de comprendre de mes erreurs, me dire qu'il y avait bien mieux à faire. Et parce que j'étais hyper jeune, j'avais aucun contact, j'avais aucun réseau, j'avais pas d'artisan, j'ai personne de ma famille qui est manuel, et moi les travaux, quand j'ai commencé, j'étais vraiment je connaissais rien concrètement. Les travaux me faisaient peur. J'étais typiquement dans le 18 profil. Ans, c'est jeune aussi. C'est vrai que c'est jeune, mais toujours l'envie de me dire ok, je veux commencer tôt. Et parce que aussi mes parents ont acheté alors pas beaucoup d'appartements, un ou deux, mais je me suis toujours dit autant commencer le plus tôt. J'ai toujours entendu dire plus tu commences tôt, et oui, bien forcément, sûr. Et plus tu capitalises tôt. Et dans l'idée, c'était vraiment au début, pas être indépendant financièrement, c'était juste me dire pour plus tard, pour ma retraite, si demain j'ai un accident, juste avoir quelque chose sur lequel je peux me reposer, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'était le premier projet. Premier projet. Les erreurs du coup de ce projet, qu'est-ce qui n'était pas forcément intéressant et vers quoi tu t'es orienté après? Mes erreurs c'est quoi? C'est de me dire, comprendre un peu que l'investissement dans le neuf c'est pas rentable, que on paye le prix fort, qu'on nous vend une défiscalisation, mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que peut-être qu'à la revente, même avec l'évolution de marché, il y a des grandes chances de faire des moins-values. Ouais, tout à fait. Donc là, je me suis dit, ok, je vais continuer à investir. Par contre, je vais me former. Je vais prendre le temps nécessaire. D'accord. Et donc là, j'ai été en parallèle, je préparais mon concours de pompier professionnel parce que j'étais pompier volontaire. J'étais pompier volontaire en parallèle et moi, dans l'idée, c'était devenir pompier professionnel. Donc, je n'étais pas du tout dans l'immobilier. C'était vraiment une activité secondaire. Et donc, j'ai eu mon concours. Je suis parti, j'ai été recruté en Seine-Maritime, au Havre. Et donc, raison pour laquelle j'habite maintenant, on va dire sur le secteur. Et là, je me suis dit, ok, je veux investir. Par contre, je ne vais pas faire les mêmes erreurs qu'au début, je vais me former. Et surtout, je vais prendre le temps de connaître le secteur. Parce que finalement, acheter du neuf, je connaissais. Tout le monde peut le faire, quoi. Il n'y a pas trop d'analyse. Il n'y a aucune analyse. Et je voulais vraiment me dire, je ne veux pas faire les mêmes erreurs, je veux prendre le temps qu'il faut, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Je prends le temps. Et notamment en plus, parce que en étant pompier professionnel au Havre, en fait, le secteur, c'est vachement plus simple. Oui, du coup, j'étais sur le terrain tout le temps. On a une connaissance secteur qui est accélérée par rapport à quelqu'un d'autre qui arrive sur le secteur sans connaître la ville. En intervention, à droite, à gauche, les quartiers, les trucs. Exactement. Les rues, quand on est conducteur, il faut connaître tous les secteurs, les points d'accès, etc. Et donc, j'ai pris le temps, pour le coup, j'ai pris 4 ans environ pour commencer à investir, me former tranquillement. Et là, j'ai commencé à investir vraiment massivement, par contre.
D'accord. Je suis parti vraiment en version accélérée, c'est-à-dire que je ne me suis pas contenté à acheter un petit lot par an. J'ai acheté dans un premier temps des petits studios en copropriété parce que les financements, je voulais que ça s'enchaîne, je voulais des projets simples, je voulais rassurer la banque. Et voilà, j'ai enchaîné studio, F2 principalement. D'accord. Et après, je suis monté en gamme. F3, colocation, immeuble, petit arbitrage. Dans l'idée, c'est la banque me dit non, j'en ai marge d'hôte. Quand je peux vraiment plus être financé, un pas en arrière, 3 en avant. Un petit arbitrage. Quel a été ton choix au niveau de l'arbitrage? Comment tu as fait pour choisir ceux que tu as vendus ou pas? Quelle était ta réflexion sur ce sujet-là? Alors, moi, ma réflexion, c'était de me dire, je ne vais pas revendre le bien qui proportionnellement va me dégager le plus. D'accord. Mais le bien qui va me... c'est-à-dire que j'avais des petits studios qui pouvaient faire x2, mais finalement, comme c'était des petits montants, ça n'allait pas me dégager beaucoup. Donc je me suis dit, même si ce n'est pas l'affaire du siècle à la revente, mais si je revends un lot qui est assez conséquent, donc j'ai revendu un immeuble pour le coup, proportionnellement parlant, je vais me dégager plus d'argent et je vais pouvoir réinvestir. Accélérer plus vite aussi. Exactement. C'est pour récupérer 20 000 euros ou 30 000 euros, c'est pas le... Ça ne vaut pas, ça vaut pas forcément la chandelle. Et tout est en calculant aussi, parce que moi je suis en pleine réflexion aussi, l'aspect plus-value. Aussi à payer, qui est une notion aussi importante, puisque plus on a des années de détention, moins on a de plus-value. Donc la notion de temps aussi est à prendre en compte dans le calcul final, puisque ce qui compte, c'est ce qui nous reste aussi à la fin. Mais l'idée, c'est de récupérer effectivement une somme d'argent. L'idée, c'est ça. Et puis comme j'ai investi en ayant vraiment bien acheté, parce qu'au début, on ne peut pas tout maîtriser, j'ai fait, je pense, un paquet d'erreurs. Mais l'avantage avec l'immobilier, c'est qu'à partir du moment où on maîtrise juste un point essentiel, c'est l'achat. On peut se permettre de faire des erreurs et j'ai même envie de dire, il faut en faire. Il faut en faire, il faut passer par là pour prendre sa propre expérience, pour toujours dans l'esprit s'améliorer. Et puis on comprend toujours mieux quand on fait ses erreurs soi-même. Ça marque ou quand plus on a en général. quelqu'un ou un mentor ou quelqu'un qui investit à côté, qui est capable pour le coup de nous accompagner et nous montrer ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi à l'époque j'avais personne. Faut bien se dire, j'avais personne à ma famille, j'avais aucun ami. Mes potes c'était j'achète des belles bagnoles. Moi c'était je vis j'économise, j'épargne et surtout j'investis. Voilà. Donc dans la mesure où j'avais personne, c'est pas simple. Je suis passé par des artisans qui m'ont arnaqué, par des malfaçons, par plein de choses. Par contre je me suis toujours dit je rebondis, quoi qu'il arrive, je rebondis. Je pense que les pompiers, ça m'a aidé aussi à côté, psychologiquement, à me dire à travers le sport, etc. Je vais faire des erreurs, c'est pas grave, je vais pas péter un câble, je garde la tête froide et ça fait partie du jeu. Donc, et ce qui est motivant, je trouve, c'est que malgré toutes mes erreurs, à chaque fois, à chaque revente, c'était des belles plus-values. À chaque fois, j'apprenais. En fait, je prenais mes lacunes et je me disais, prochain objectif, je vais m'axer là-dessus. La fiscalité, tout ce qui est aspect juridique. Les travaux, qui étaient mon point faible, je suis venu avec mon artisan, j'ai pris 2 mois, j'ai pas travaillé. J'ai fait des rénaux intégrales, même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse, clairement. Par contre, niveau vision des choses, ça m'a vraiment aidé à m'apercevoir de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on isole de telle manière. Et du coup, pendant mes vies, quand je visite, maintenant, j'ai un autre regard. Clairement, j'ai un autre regard. De manière, les avantages ont toujours été supérieurs par rapport aux inconvénients, en fait, au final. Même si on fait des erreurs, l'avantage, c'est que l'immobilier, la plus grosse erreur pour moi, c'est de ne rien faire, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Si vous voulez que rien change, ne faites rien. Mais le mieux, c'est de faire. Et effectivement, mais même si tout n'est pas optimisé, le financement n'est pas au top, ou même s'il y a un truc au niveau des travaux, un dégât, tout ça, finalement, les années passent, on capitalise, on rembourse. Et au final, quand on revend, le marché sur le long terme, il a plutôt tendance à monter quand même de manière générale. Entre les évolutions de prix plus le remboursement du capital, on peut enlever les petites erreurs, mais au final, il en reste toujours dans la poche. Donc je pense que c'est une bonne vision en tous les cas. Il faut avoir une capacité aussi à absorber aussi les petits inconvénients. Mais pour moi, il faut passer à l'action. Et c'est bien pour ça que je ne regrette pas mon premier investissement, parce que souvent on dit
Mais non, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce qui m'a vraiment donné la fibre pour continuer. Et c'est même sentimental. C'est le premier d'un long parcours en fait. Et je pense que le jour où je vais le revendre, j'aurai même un petit pincement en me disant peut-être que si j'avais pas investi à ce moment-là, je l'aurais jamais fait. Et honnêtement, je connais personne qui a jamais fait d'erreur, quoi. Je connais personne. Non. Mais ceux qui n'ont rien fait. Oui, voilà, ceux qui n'ont rien fait. Mais ceux qui n'ont rien fait. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de capacité. C'est vraiment. Il y a tellement de choses à connaître dans l'immobilier parce que finalement, l'IMO, c'est peut-être 20 métiers, on va dire. Surtout l'investissement locatif. Il faut connaître un minimum de choses dans plein de domaines. Donc, tout maîtriser et surtout maîtriser des choses qui ne s'apprennent pas que sur le papier, sans passer à l'action, on ne maîtrise pas. Et c'est ça qui est vraiment que je trouve passionnant dans l'immobilier, c'est que des fois, on a l'impression d'être au taquet sur tous les sujets et puis on redescend. On se diversifie, puis l'impression de redescendre tout bas en se disant. On apprend tout le temps, de toute manière. C'est ça. Tout à fait. Par contre, mais ça change des vies, quoi. Enfin, moi, ça m'a changé la vie, toi, ça t'a changé la vie. C'est pour ça que tu as un côté sentiment. Il ne faut pas de sentiment dans l'immobilier, mais j'en ai aussi. Sur mes premiers immeubles, entre autres sur une personne qui n'a pas eu. C'est pas rendu compte, mais qui a eu un impact qui m'a changé la vie, puisqu'elle m'a dit j'ai acheté un appartement, ça m'aide à payer les études de ma fille, et c'est elle qui m'a fait le déclic en fait. Et je retourne la voir tous les 3-4 ans. Je vais de plus en plus avec des gros cadeaux parce que moi ça m'a changé la vie. On a créé Projet Locatif, on a investi massivement, ça change ma vie, mais la vie de ma famille et de mes descendants et tout ça. Donc elle s'est pas rendue compte, alors que je vais la voir, elle est surprise, elle comprend pas en fait. Mais c'est des choses comme ça, moi je trouve qu'il faut être reconnaissant dans la vie et savoir comprendre ce qui a lancé et déclenché aussi ces parcours après quoi. Donc alors, pour revenir sur ton parcours, donc tu as acheté cet appartement neuf, après tu as enchaîné colocation, tout ça, immeuble de rapport. Donc aujourd'hui c'est quoi? C'est principalement des immeubles, tu t'orientes vers les immeubles de rapport, location nue, location meublée longue durée. Ça fait plusieurs mois d'exploitation aussi, tu as fait de la location courte durée. Moi je ne suis pas spécialisé dans un mode d'exploitation, je me suis dit je veux tout essayer, tout maîtriser. Ok, d'accord. Pas mettre tous les œufs dans le même panier. Surtout quand on voit les nouvelles réglementations, etc. Donc voilà, j'ai commencé petit, type d'exploitation, location nue, location meublée, location courte durée, moyenne durée aussi avec les entreprises. Dans tous ces types d'exploitation-là, plusieurs gammes. J'ai essayé aussi de me dire si je fais une gamme un peu plus qualitative, est-ce que j'ai un retour sur investissement? Vraiment. Donc tu as du T1, du T2, du T3, du T4, tu as varié aussi les surfaces, d'accord. Les modes de détention aussi sûrement. Ouais. Ok. Je me suis associé. Aussi, J'ai saturé, on va dire, en nom propre. Je suis basculant ici de l'autre côté. D'accord. Des sessions de parts, des montages un peu. Voilà. Le but, c'est toujours essayer de continuer à investir, de grossir son patrimoine. Donc, on trouve des petites niches. Des solutions. Tout à fait, et puis après, des projets un peu plus conséquents. Division, avec création de compteurs, création de codes électriques. D'accord. Maître d'œuvre. Et pouvoir apprendre encore une fois autre chose, quelque chose de plus technique, de plus long aussi, de plus rentable, mais qui demande aussi plus d'énergie quand même, plus d'implication. Plus d'énergie, puis toujours par contre une part d'incertitude. C'est-à-dire que je mise jamais un projet sur une division. C'est-à-dire que j'achète un immeuble, par exemple, j'ai un plateau, ma bonne affaire, elle est sur l'immeuble, elle n'est pas sur le plateau. Le plateau, c'est le bonus. D'accord. Je me dis toujours, je regarde les chiffres tels qu'ils sont, et quand j'ai quelque chose que je peux exploiter différemment, on va dire la cerise sur le gâteau, mais ça, c'est vraiment pas pris dans mes calculs parce que sinon, comme il y a une part d'incertitude, si je mise tout là-dessus, finalement, je peux me retrouver avec un projet qui est plus rentable. D'accord. Donc, des difficultés au niveau des financements, comme tout le monde. C'est les galères des investisseurs, ça s'arrête jamais. Voilà. Donc beaucoup de difficultés, plusieurs banques, plusieurs banquiers. J'ai jamais eu de refus de prêt. Ah, c'est vrai. J'ai eu des banques qui m'ont pas financé, mais à démarcher, à me battre jusqu'au bout, j'ai toujours réussi à avoir un financement au bout. Donc, oui, tu as réussi à toujours faire financer, mais tu as eu des refus de prêt. Avec des refus de prêt, évidemment. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas arrêté à 3-4 banques avec des refus de prêt. Très bien. Pour la petite histoire, je suis encore, je crois que c'était le 3e projet. La banque me disait, c'est fini pour vous, vous avez 10 ans, pendant 10 ans. Non, mais c'est ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est que
quand on regarde le parcours aujourd'hui, je me dis, mais il y a toujours des solutions. Puis en plus, ça nous incite à chercher des. Voilà, quand on arbitre, j'avais pas prévu de revendre, mais voilà, on essaye de trouver des stratagèmes pour essayer d'être financé. Quand on est bloqué, on s'associe, des sessions de parts, voilà, des arbitrages. On essaie vraiment de trouver des solutions. Puis à un moment donné, on peut plus tout acheter non plus. Et c'est pour ça que je suis aussi rentré chez Projet Locatif, dans le but de me dire, voilà, aujourd'hui j'ai une expérience, j'ai des compétences, je les ai mis à contribution pour moi. J'avais aussi des demandes d'amis qui me demandaient de pouvoir les accompagner en quelque sorte sur ce que j'ai fait à titre personnel, mais pour eux. Et donc, finalement, Projet Locatif, c'est arrivé au bon moment. Oui, c'était une suite logique dans ton parcours. Une suite logique, et vraiment l'idée, moi, c'était de me dire, toutes les galères que j'ai eues, si j'avais eu quelqu'un, quand j'ai commencé à investir, qui m'aurait accompagné, franchement, ça m'aurait vraiment aidé, parce que j'ai tout construit tout seul, mais c'est vraiment pas simple. Quand on connaît rien, qu'on arrive dans une nouvelle ville et qu'il faut tout commencer à zéro, sans l'époque de vidéos sur YouTube qui pouvaient donner quand même pas mal d'astuces et de contenus gratuits qui peuvent aller nous apporter quand même pas mal de contenu. Moi, j'avais rien. Donc l'idée c'était ça, c'est de me dire tout ce que j'ai vécu, tous les problèmes que j'ai eus, ça sert un maximum de personnes et surtout montrer du terrain, quoi. C'est que forcément il y a quand même l'envers du décor. Entre la théorie et la pratique. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir montrer des exemples de projets avec justement des problématiques. Je les explique, mes problématiques, mais les difficultés que j'ai eues, justement, pour essayer d'accompagner le client et de lui éviter toute cette charge-là aussi mentale. C'est pour ça qu'on a créé Projet Locatif, et exactement. C'est pour ça que tous nos conseillers sont tous des multi-investisseurs, et on se rend compte que l'expérience, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui permet justement d'éviter les erreurs, quoi. La partie théorique, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même autre chose. Donc toi, s'il y a des personnes qui veulent te mandater sur ton secteur, quel est ton secteur? Quel type de projet tu peux proposer sur ton secteur? Alors moi, le secteur, c'est Le Havre et les alentours. Donc c'est-à-dire, moi j'habite à Honfleur, donc je fais aussi un petit peu de projet sur la côte. Donc secteur Honfleur, pour ceux qui connaissent Pont-l'Évêque, on va dire à 15-20 km autour. Et ensuite, Le Havre est dans un rayon de 40 km autour du Havre. D'accord, très bien. Sur des projets forcément que je maîtrise, donc j'ai fait à titre personnel. Et comme je suis diversifié un peu partout, je fais vraiment des projets de tout type d'exploitation. En fonction des objectifs des clients. Exactement. Je m'adapte vraiment aux clients. Le but, c'est cerner sa demande. Et par contre, je suis capable d'aller lui chercher tout type d'exploitation et vraiment tout type de projet avec mes partenaires sur place sur lesquels je travaille depuis longtemps. Que ce soit aussi bien du petit projet au gros projet, avec architecte, géomètre, maître d'œuvre, etc. Et avec lequel une relation de confiance s'est installée depuis. Oui, c'est ce que tu crées avec tous tes clients à chaque fois. C'est une relation de confiance, de proximité. Tu les amènes sur tes chantiers, tu leur montres avant, après, pendant. Enfin bon, voilà, on va pas tout détailler dans cette vidéo. Voilà, vous avez compris. Si vous voulez faire appel à Nicolas, vous avez un lien dans la description sur notre site Projet Locatif. Voilà. Est-ce que tu peux donner, je sais pas, un conseil à quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a du mal à passer à l'action, pour l'aider à franchir le pas, pour le rassurer? Quel pourrait être ton conseil pour lui faire franchir le premier pas, quand on a tous un peu peur? Au début, on a des peurs. On parlait des peurs justement sur une autre vidéo, et la plupart des clients au début ont un peu les mêmes peurs. Est-ce que tu pourrais essayer de rassurer? Moi, justement, la majorité de mes clients, comme tu l'as dit, il y a toujours des peurs. Et moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de venir justement sur place, sur le secteur, avec le conseiller qui l'accompagne, pour venir. Alors, faut être honnête, faut pas se dire, je n'ose pas lui dire que j'ai peur de ci ou de ça. Justement, au contraire, mais moi, la majorité, c'est la peur des travaux. Et justement, comme on a la chance d'avoir des projets tout au long de l'année, c'est pouvoir montrer des rénovations avant, pendant, après, des projets vraiment avec des grosses rénovations pour pouvoir tout simplement montrer que finalement des fois c'est pas grand chose, c'est des idées reçues, c'est juste
on n'arrive pas à se projeter. Oui, mais ça, finalement, il n'y a rien de plus parlant que de venir sur le terrain, de venir voir un projet avant travaux, de venir à la fin des travaux. Ouais. Et il n'y a rien de plus rassurant pour soi-même que de voir des projets du début jusqu'à la fin, concrets exactement. Parce que des photos, c'est bien, mais sur le terrain, c'est encore mieux. Et puis finalement, les peurs aussi, ça s'enlève à travers la communication, à travers l'accompagnement, à travers la visite du secteur. Des fois, c'est la peur du secteur. Mais si on ne vient pas sur le secteur, c'est plus difficile de pouvoir se projeter. Quand on est accompagné, qu'on explique pourquoi on investit sur ce secteur-là, de quelle manière, et tout ce qu'il peut y avoir d'attractif, forcément, on vient limiter ses peurs et à un moment donné aussi, pouvoir déléguer en faisant un minimum de confiance aussi. C'est-à-dire que quand on délègue, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas se former en version accélérée en moins de 2 semaines. Donc il faut accepter le fait que… Il faut lâcher un peu au bout d'un moment, sa méfiance et on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser, mais ça n'existe pas. À travers un projet concret, on apprend en version accélérée. Parce que des fois, j'ai des clients qui me demandent « mais ça se passe comment le notaire ?» Je ne vais pas expliquer théoriquement comment ça se passe le notaire. Quand on a un bien en cours de financement qu'on passe chez le notaire, là c'est concret pour lui. Et tout le processus qui est flou et qui est dégrossi de façon… Beaucoup de personnes qui se posent des questions avant que ça arrive, en fait, elles anticipent trop les choses. C'est ça, mais en fait ça vient naturellement avec le projet, on apprend beaucoup plus. Et nous le but aussi c'est pouvoir expliquer à chaque fois pourquoi on fait les choses. Voilà, c'est pouvoir… faire en sorte que le client, c'est pas faire bêtement les choses, pas dire on fait ça, pourquoi. Et moi j'aime bien transmettre, je sais que les clients en général ils sont aussi friands de savoir pourquoi on fait les choses. Et oui, bien sûr, c'est évident. Moi, très bon conseil, donc parler avec des personnes qui ont l'habitude, donc là on parle des conseillers projets locatifs, mais ça peut être des gens qui ont une expérience d'investisseur, mais une vraie expérience, pas l'oncle qui a acheté 2 appartements dans les années 80. Parler avec des investisseurs qui ont plusieurs dizaines de lots, qui ont l'habitude, qui connaissent bien et qui savent faire. Il faut parler avec ces gens-là, avec ceux qui savent faire pour vous rassurer, pour apprendre. Donc merci Nicolas pour ce partage d'expérience bien complet. Merci à toi. Écoute, c'était très sympa de ta part. Je crois qu'on te retrouve bientôt pour une autre vidéo. On va montrer un beau projet que tu as présenté à une cliente. Là, on va y aller de suite après. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais on va décortiquer ce projet ensemble. Donc à venir très prochainement sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce type de vidéo vous plaît, allez-y, vous pouvez exploser le bouton like ici, juste là, tac, allez-y, appuyez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Lâchez-vous aussi, aidez-nous à propulser la chaîne au plus haut pour la faire connaître et pour aider un maximum d'investisseurs, pour faire grandir la communauté, puisqu'on se fait tous aussi grandir, on s'amène tous aussi des conseils. Même moi, des fois, il y a des personnes qui mettent des commentaires, qui me disent « Est-ce que tu as pensé à ça ou à ça ?» Je dis « Ah ben non, effectivement, bonne idée. » Donc, on ne sait pas tout, on est vraiment une grande équipe. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Nico. Merci à toi. À bientôt. Pensez à vous, passez à l'action. Ciao.